question africaine en France est très forte. Mais elle ne se fait pas sur un fondement ethnique, Monsieur Lagrange. Ben, elles sont d'origine africaine, elles habitent des... Attendez. Elle se fait sur un fondement ethnique. Ouais. Non pas par la loi, mais par les comportements de ceux qui quittent ces quartiers. Ouais. Tous ceux qui en ont les moyens, y compris appartenant à des minorités, quittent ces quartiers, créant des ensembles homogènes, culturellement homogènes. Comment ? Oui, c'est pour ça que la ségrégation est plutôt sociale. De pauvres, voilà. Oui. Donc là, il y a une réalité à laquelle nous devons répondre comme tel, sans la nier, en l'affrontant. Mais alors, on y répond comment ? Avec ce type de revendication ? Des événements de cette nature, à mon avis, peuvent jouer un rôle. L'illusion, ça serait de s'en contenter. Ça serait de dire, finalement, comme on fait dans les grands médias, on va mettre quelques Noirs comme présentateurs, et puis on aura résolu le problème. Et de ce point de vue-là, il y a une hypocrisie qui peut être dans les politiques de la diversité. On donne aux gays leur Gay Pride, aux Noirs leur History Month, et on se contente des commémorations. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si ça devait être un nouveau schulcherisme, vous savez, Victor Schulcher et l'abolition de l'esclavage, si on se maintient dans la commémoration, je dirais que ça va être une commémoration dans le formol. Ça va être quelque chose qui sera formel, qui restera en surface, mais qui n'entamera pas des pratiques qui sont ceux qui grèvent le vivre ensemble, ceux qui empêchent de bien vivre ensemble. Moi, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais pas tellement avec la conclusion. En fait, on a construit ce Black History Month de manière... On était dans la culture, on est dans la connaissance, on est dans l'éducation. Le but, évidemment, le but ultime, c'est de ne pas avoir à célébrer ce Black History Month. À partir du moment où toutes les histoires et toutes les expériences seront, représentées dans ce récit national de manière égalitaire... Elles le sont aux États-Unis et le Black History Month a lieu chaque année. Elles le sont... Ah ben non, sinon... Ah ben non. Maintenant, je veux dire, les Afro-Américains... Vous avez un président nord-américain, qu'est-ce que vous voulez plus ? Oui, mais ça ne veut pas... on parlait de schulcherisme, on parlait du symbole et tout ça. Ça n'a rien changé. Là, on est dans la représentation. Si on parle de Barack Obama... Vous voulez me dire que la situation des Nord-Américains n'a pas changé ? Non, la situation des Afro-Américains n'a pas changé. 14% de la population, des taux de chômage ou des taux de pauvreté qui sont plus élevés que le reste de la population, notamment blanche. Donc non, ça n'a pas changé. C'est pas parce que Barack Obama... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais aussi qu'il faut revenir quand même à des visions et des compréhensions plus profondes. Non, mais soit vous parlez de culture. Est-ce que vous parlez de culture dès que vous parlez du Black History Month, après, il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles nous allons probablement revenir, politiques, sociales, qui ont été prises pour favoriser l'égalité. Mais c'est certainement pas le Black History Month. Non, mais justement, on parle d'identités qui ont été fortement politisées. Depuis tout à l'heure, on parle des Afro-Américains. On me dit que les Afro-Américains se sont construits comme ethnie. Non, ils ont été catégorisés comme ethnie. C'est le regard extérieur. Harlem, c'est eux quand même. Oui, mais ça n'a rien à voir. On parle d'identité légale, d'identité qui ont été aux États-Unis. On est blanc, on est noir, on est latino. Depuis pas longtemps, on peut être métis, mais ce sont des identités qui sont dictées par la loi. Maintenant, lorsqu'on parle c'est des cases à remplir aussi. Voilà. Quand on parle des identités en France et des revendications menées, par exemple, par les homosexuels ou par les choses comme ça, ce ne sont pas des mouvements qui sont dictés par le gouvernement. Ce sont les personnes, les groupes, les communautés concernées qui s'approprient un espace dans notre espace public. Donc il faut faire, je pense, faire la différence. Votre question à mettre très clairement, c'est y a-t-il une pertinence à organiser en France un Black History Month ? Très clairement, c'est un peu la question centrale de l'émission. L'idée, sans trahir le travail... Je suis content que vous l'ayez compris à ce stade. Sans trahir l'esprit de l'association Do It, très clairement, pour moi, le Black History Month, c'est à la fois tout le pan culturel, identitaire, c'est l'histoire, c'est revisiter tout cela, l'enseigner, l'apprendre, le transmettre, c'est parler du présent et savoir quelle société allons-nous construire pour nos enfants et les générations futures. Très clairement, c'est ça. Le Black History Month en France, c'est l'expertise à la fois de toutes les luttes menées par les unes et les autres
faire savoir que ces luttes ont existé, reconnaître la valeur des uns et des autres qui ont mené ces combats-là, et encore une fois, poser le problème de ce qu'est la société française. Est-ce qu'on ne le fait pas ça déjà en France, avec par exemple la panthéonisation d'Aimé Césaire, mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est important. Mais on est dans l'histoire, c'est que au présent. L'histoire, c'est que au présent. Aimé Césaire, excuse-moi, au Panthéon, bien sûr, c'est très bien pour la symbolique, mais on parle d'un homme qui est mort à l'âge de 94 ans. Non, mais je vous parle justement des mesures qui sont prises en France. Bien sûr, et je suis tout à fait d'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aller plus en profondeur. On est dans le symbole, c'est très bien, mais quand Aimé Césaire sera étudié régulièrement à l'Éducation nationale, là, on aura fait un véritable travail. Ça revient. Tout à l'heure, Hugues Lagrange très justement parlait de l'image que la société vous renvoie de vous-même. C'est-à-dire qu'effectivement, on devient, la façon dont Gaston traduit les choses, on devient noir au sens péjoratif du terme, parce que la société, la télévision, les médias vous renvoient une image de vous, une image extrêmement négative. C'est ce qui explique le besoin de s'organiser pour être plus fort et pour lutter. Non, alors même si, vous savez, même si les choses évoluent, la ligne de flottaison est là, nous sommes toujours sous la ligne de flottaison, même si on s'en rapproche. On est toujours dans ce besoin à la fois de revendication, mais alors, c'est pas vraiment de la revendication. Tout à l'heure, Maboula parlait de justice, besoin de justice et d'égalité. Et je crois que, tout à l'heure, Maboula disait, peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de Black History Month. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut que ce Black History Month, même si demain, il y a une justice, il n'y a plus de problème de discrimination entre les couleurs de peau. Vous avez d'ailleurs du mal à le dire en français, ce serait le mois de l'histoire des Noirs. Oui, à cette traduction. Oui, non, mais bien sûr. Moi, j'ai préféré mettre en titre la traduction française. Non, moi, je suis très francophone. Voilà, donc je suis très attaché, comme vous, à cela. D'accord. Le mois des Noirs. Alors, je persiste à dire quand même, Maboula, que l'Amérique s'est fondée sur l'ethnicisation des groupes. On peut avoir un Italo History Month aux États-Unis, on peut avoir un Tex-Mex History Month aux États-Unis, même si la problématique au départ n'a pas été l'esclavage. Gaston Kellmann, c'est la réalité. Attendez. Non, mais je dis que l'ethnicisation, ça c'est l'aspect négatif. Si on le prend positivement, c'est un certain nombre de communautés qui ont réussi à garder leur spécificité d'origine tout en étant américains. Je ne le considère pas comme négatif, c'est le système américain. Les Américains se sont construits comme ça. Des masses sont venues sur une terre où elles venaient en masse et puis elles se constituaient, Brooklyn de ceci, Point des Charles, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça. Je ne le conteste pas. Je ne dis pas que c'est la panacée. Mais c'est comme ça. Et chaque groupe peut créer son moi de l'histoire de son peuple, de la progression. Nous, en France, on parle très souvent de l'histoire de l'immigration de manière plus globale, parce que c'est une histoire tout à fait logique. Mais je dis que je ne conteste nullement les initiatives comme celle-là. Mais je dis que je continue toujours à dire que mon credo à moi, et puis Claudio on a souvent parlé de cela. C'est pour ça qu'ils ne vous ont pas invité d'ailleurs. Oui, voilà, mon credo à moi, c'est que nous nous construisons pas par rapport au regard de l'autre. Je n'ai jamais nié. Quand j'écris, par exemple, je suis noir, j'aime pas le manioc, c'est parce qu'on arrête de penser que tous les noirs doivent aimer le manioc. Parce qu'on arrête de m'appeler, quand on met un balax, Gaston, c'est pour toi, va danser. C'est parce qu'on arrête de me construire, mais je ne peux Donc pas. Donc le fait que moi je vous appelle pour une émission sur le Black History Month, c'est pas bien déjà. Non, c'est très bien dans la mesure où je viens déconstruire. Je participe à la déconstruction du l'image que M. Ahmed porte dans sa tête. Voilà. Non, je rigole bien entendu. Je suis bien le dernier à porter ce type d'image. Non, là j'ai des crispes. Oui. Je veux dire que je ne me construirai jamais, selon que les pères de la négritude me l'ont appris, que les Blancs m'enferment là-dedans comme ils veulent, je casserai toujours cette livrée. Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'ils voudraient pétrifier? Ce qui ne fait pas que je nie la nécessité, par exemple, de rappeler à certains que nous n'avons pas toujours été esclaves ou colonisés ou alors peuple sans histoire et que pour cela, je rejoindrai ces mouvements sans qu'ils s'arrêtent d'ailleurs, en voulant qu'ils continuent. Mais par contre, le cran, ça, je n'adhérerai jamais au cran. D'accord, ok. Alors, attendez, parce qu'il faut qu'on avance. J'oubliais de le dire aujourd'hui parce qu'il y a eu une confusion là au début où on a assimilé le clan alors, je dirais que d'accord. Alors, le but de tout ça, c'est améliorer la situation. Pour simplifier, Hugues Lagrange, il y a toujours une difficulté à trouver les bonnes mesures en France, justement pour tendre vers cette égalité, pour lutter contre les discriminations. Et je crois qu'on aurait intérêt, justement, alors, disiez quel contenu pour un mois de l'histoire noire? Je crois qu'on aura intérêt à ressoulever des questions qui ont été posées au moment des indépendances. Vous avez dit à plusieurs reprises, ou a été évoquée à plusieurs reprises, la question de la négritude et de cette réflexion que Senghor avait engagée avec Césaire au moment des indépendances sur
une synthèse. Avant les indépendances. Oui, mais qui s'est affirmée. Bien sûr, vous avez raison. Qui s'est affirmée et qui était une tentative de synthèse qui aujourd'hui nous est nécessaire. Moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est ce que je voulais peut-être maladroitement dire avec pas mettre des commémorations dans le formol, c'est que à l'heure où les pays occidentaux ont un problème de croissance, où la technique ne peut pas être encore plus de moyens, encore plus de croissance, ne peut pas être une solution, nous avons quelque chose à apprendre de l'idée de la négritude, de l'idée de ramener de la sensibilité dans nos vies. Il y a ce très beau texte de Cheikh Hamidou Khan où il dit les Occidentaux, on les voit dans les rues, c'est comme s'ils marchaient avec des conques aux pieds. Il n'y a plus ce rapport du pied avec la terre, il n'y a plus... Il n'y a plus de rapport direct. Des rapports directs. Ouais. Et on pourrait dire sur la valeur de la lenteur. C'est pas bien dans une émission, il faut aller vite, mais c'est important. Si, à l'occasion d'événements comme ça, on peut réintroduire ces valeurs en questionnant les Occidentaux sur... Moi, c'est ça qui ne me plaît pas dans le... Moi, je touche mon micro dans l'idée on compare les civilisations et puis on classe un premier, un deuxième. Nous avons des choses à apprendre de civilisations qui n'ont pas été le plus rapide dans le progrès technique ou dans l'accumulation du capital. Et c'est ça que j'aimerais que... Le moins ne fera pas tout. Mon positionnement est complètement différent puisque je ne suis pas du tout dans la comparaison des civilisations. Je pense qu'on est dans le monde occidental. Je fais référence à une phrase bien sûr, de Cheikh Hamidou Khan, de l'aventure ambiguë. J'ai bien compris. Seulement, on parle de Cheikh Hamidou Khan, on parle de la négritude. Là, je pense qu'on est quand même en 2012. On a lu ces auteurs, on les a digérés. Le on est très ambigu. Alors, je vais parler de moi. J'ai lu ces auteurs, voilà, et on a évolué depuis, on est en 2012, on a parlé des auteurs qui avant auraient pu être catégorisés dans des civilisations extérieurs à la civilisation occidentale, se sont implantés dans la civilisation occidentale. Quand on parle des Afro-Américains, quand on parle des Noirs de France, aujourd'hui, quand je parle de moi-même, je parle de Noirs qui sont français et qui sont dans cette civilisation et qui questionnent cette civilisation. Si on parle de Martin Luther King a, par exemple, regardé l'Inde et a regardé Gandhi pour mener sa lutte et pour importer la non-violence sur le territoire américain. Les Noirs de France peuvent regarder Gandhi, si ça les chante, Césaire, s'ils ont envie de retourner dans les années 30, les Black Panthers, s'ils veulent aller dans les années 60-70. Et tout le monde a le droit de parler, mais de l'intérieur. On ne se place pas à l'extérieur. Et l'inspiration, d'ailleurs, a été importante, de l'inspiration des mesures prises par les Américains tout au long de l'histoire pour favoriser ces questions d'égalité. Et on va regarder l'exemple de la discrimination positive qui a eu beaucoup de mal à, justement, être importée en France. Regardez. Ce 1er décembre 1955, lorsque Rosa Parks refuse de céder son siège à un passager blanc, à Montgomery en Alabama, il ne s'agit pas d'un acte spontané. La jeune femme a soigneusement préparé l'affaire avec les militants des droits civiques, dont un jeune pasteur, un certain Martin Luther King. Ils cherchent à marquer les opinions publiques. C'est une énième page de l'évolution douloureuse des rapports raciaux qu'ils sont en train d'écrire. Cette ségrégation institutionnelle, il faut quand même le rappeler, a été abolie très récemment, c'est-à-dire à l'échelle d'une vie d'homme, un homme qui a aujourd'hui, je ne sais pas, 50 ou 60 ans, quand il était enfant, était pris dans ce dispositif de ségrégation institutionnelle. Je rappellerai que le dernier pan, disons, de la ségrégation institutionnelle, qui est l'interdiction des mariages dits interraciaux, c'est 1968. 4 ans plus tôt, en 1964, première victoire significative. Le Civil Rights Act met officiellement fin à toute forme de discrimination dans les lieux publics. L'année suivante, une autre loi permet aux Afro-Américains de voter librement. Mais au-delà de l'égalité formelle, ils veulent un programme de rattrapage social. Ça sera cette fameuse politique de discrimination positive, un cran cependant en dessous des exigences de la communauté afro-américaine d'alors. Ce que les gens demandaient, c'était ce qu'on appelait à l'époque le plan Marshall pour l'Amérique noire. Évidemment, c'est très très cher, un plan Marshall pour l'Amérique noire. Donc l'idée, ça a été de dire, enfin l'échange, ça a été de dire, bon ça, on fera pas. En revanche, on va faire une politique de discrimination positive qui donc sera ciblée sur quelques-uns. Par définition, c'est toujours élitiste, la discrimination positive. Si l'objectif était l'émergence d'une bourgeoisie noire, il semble atteint. En revanche, rien n'est moins sûr s'agissant de l'égalité sociale entre blancs et noirs.
Le fait que Barack Obama soit président des États-Unis n'empêchera pas que, par exemple, un jeune noir sur 3 est soit en prison, soit en liberté surveillée. N'empêchera pas que la mortalité infantile dans certains quartiers noirs soit supérieure à celle du Bangladesh. Sans doute, mais l'élection du métis Barack Obama constitue un formidable message, un symbole, peut-être un accélérateur de l'histoire. Claude Icard, vous sembliez trépigner pendant le reportage. Oui, pourquoi? mais moi je suis toujours gêné d'entendre cette expression discrimination positive, parce que ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Enfin, gêné, le président de la République l'a prononcé à bien des occasions durant son quinquennat. Vous parliez d'anglais et de français tout à l'heure, c'est une mauvaise traduction d'affirmative action. Oui, absolument, voilà, pour la déjà, traduction. Déjà très clairement. Et puis, lorsque l'on voit ces images-là, je ne peux m'empêcher, puisqu'on est toujours dans cette question, est-ce pertinent d'avoir un Black History Month en France? Je ne peux m'empêcher de penser, et là encore, permettez-moi d'être peut-être excessif, nos banlieues, même si je suis d'accord avec Gaston, combattre aussi le racisme et la discrimination, il faut combattre le social. Si on travaille sur le social, on peut combattre aussi les discriminations ethniques. Ouais. Mais lorsque l'on regarde nos banlieues, moi je ne peux m'empêcher de penser à ces ghettos, des grandes villes américaines et au Bantoustan de l'époque de l'Afrique du Sud. Vous avez parlé de la mauvaise traduction et l'importation du concept a été tentée et a échoué. Mais non, il n'a pas échoué. Vous savez, je ne peux m'empêcher, je l'avais dit au président de la République, le fait qu'il y ait une délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, on peut considérer que c'est un outil qui permet à une frange de la population française qui ont des histoires particulières, des identités particulières et qui, dans leur pays, subissent des discriminations, et bien que cet outil-là est un peu aux avant-postes d'un mécanisme égalitaire. Hugues Lagrange, je vous donne la parole tout de suite à Gaston. Il y a beaucoup de structures en France, il y en a eu beaucoup. Il y a le Haut Conseil à l'intégration, il y a la HALT, etc. Et il y a eu cette politique territoriale des zones d'éducation Maintenant, c'est le juge des libertés, c'est plus global. Enfin, et des zones urbaines sensibles qui consistaient à essayer de mettre plus dans les territoires qui ont moins. Et donc de compenser des inégalités sur une base territoriale. Moi, je pense que ces politiques ne sont pas mauvaises. Je pense qu'elles ont été complètement sous-dimensionnées. Et leur bilan aujourd'hui est relativement maigre. Il est relativement maigre parce que, et c'est là je voudrais faire le lien avec la question d'événements comme celui que vous contribuez à organiser ou que vous organisez, ça ne dépend pas uniquement des pouvoirs publics. La ségrégation d'un genre dans les quartiers, elle dépend aussi des comportements des autres citoyens. Le fait qu'il y ait, on y faisait allusion, une leur bourgeoisie... comportement et leur situation aussi, économique et sociale. Oui, il y a une bourgeoisie noire aux États-Unis, mais il y a une immense classe prolétarisée noire qui pose problème et qui est durable. Et ça dépend donc des comportements de chacun. C'est pour ça... les gouvernements ont leur responsabilité, chacun de nous a sa responsabilité. Il faut y faire... La création de cette bourgeoisie noire aux États-Unis et que cette prolétarisation durable de la communauté afro-américaine, les deux sont nés des politiques publiques. C'est-à-dire qu'en créant ce qu'on a appelé en France la discrimination positive, mais affirmative action, et je le redirai, c'est une traduction complètement lamentable et du terme et du concept. Je pense que... on n'en a pas de bonne. Oui, il peut en avoir. Mais je pense qu'en créant ce système de affirmative action, justement, les pouvoirs publics américains ont créé cette bourgeoisie, d'accord, ont donné l'illusion... Ils en voient les limites aujourd'hui. Oui, voilà, ils en voient les limites et justement... Et tentent d'ailleurs de se rapprocher d'un modèle plutôt français. Et si on doit citer Kathleen Cleaver, par exemple, qui était notre invitée d'honneur, Kathleen Cleaver nous a rappelé, par exemple, que les Black Panthers ou les mouvements radicaux de gauche, noirs ou blancs ou latinos ou asiatiques aux États-Unis, n'avaient jamais milité pour l'affirmative action. Ces mouvements-là étaient pour la révolution, la réorganisation profonde de la société américaine. Pas donner l'illusion de c'est un peu une mesure cosmétique. Gaston Kelman. Je voudrais bien que cette mesure soit cosmétique, mais à la place, qu'est-ce qu'on aurait mis? Évidemment, c'est beau aujourd'hui de trouver que c'est cosmétique et que ça n'a créé qu'une bourgeoisie. Je ne suis pas d'accord de cette approche-là qui voudrait qu'on voit toujours que ça n'a pas marché. Je suis toujours pour qu'on voit que ça a marché parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait été sans cela. On ne sait pas aujourd'hui. Ce qui est certain, une bourgeoisie noire américaine apparaît. Mais en même temps, il y a un mouvement de fond que cette bourgeoisie et ces intellectuels créent. Regardez dans la filmographie, par exemple, de quelqu'un comme
Spike Lee. C'est toujours interpellé le noir. Et c'est les descendants de Booker T. Washington. Ce n'est pas des autres que ça viendra de vous. Vous avez peut-être vu Precious, le film Precious. Vous avez vu Do the Right Thing. Écoutez, si vous parlez de cinéma, au moment où on a vu quand même Qui vient dîner ce soir, c'était il y a combien, 40 Non, c'était il y a 50... Oui, il y a plus de 50 ans, c'était en 67. Il y a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Mais ça a été quelque chose de très positif. Vous savez ce que disait Sidney Poitier disait au père de sa future épouse. Je le connais par cœur, ce film-là. Il lui disait, je pense que nous, ce que nous souhaitons, c'est que nos enfants puissent être un jour président des États-Unis. C'est quand même extraordinaire qu'une réplique de film se réalise. Regardez comment est-ce que les États-Unis, je dis que ne voyons quand même pas seulement un élément qui est par exemple la discrimination positive, voyons tout le mouvement qu'ils font, qu'il y a que les Noirs, dont les Noirs sont les premiers porteurs, qui vont dans les quartiers. Les Black Panthers étaient les meilleurs là-dedans. Donc là, vous confirmez que ce type d'événement est nécessaire, alors, puisque vous dites qu'il peut entraîner des mouvements de fond qui peuvent changer la société. Gaston a toujours une vision, il voit toujours loin. Voilà, moi je vois mais il voit loin. Ça va changer. Mais cette étape-là est importante. Oui, acceptons cette démarche-là. Ce cinéma américain, tout le reste, tout va ensemble pour que ça progresse. Et aujourd'hui, les enfants américains ont l'exemple du shérif noir. Le noir est remis aujourd'hui dans l'American Dream, dans le rêve américain. Il peut être shérif, il peut être président de la République, il peut être gouverneur, il peut être même premier secrétaire ou président du mouvement républicain. Et ça, le petit noir américain le voit, alors qu'avant, il ne voyait que James Dean ou bien le blanc qui était shérif et tout le reste. Et tout le problème. Oui, et voilà, et la bourgeoisie noire américaine aujourd'hui va tirer, et de plus en plus. Harlem n'est plus ce coupe-gorge. Attendez, arrêtons un peu quand même. Harlem n'est plus ce coupe-gorge. À Apollo Theater aujourd'hui, les blancs, ils vont tous les jours. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Parce que les habitants traditionnels de Harlem, de par la gentrification, sont obligés de déménager vers le Bronx ou vers en dehors de la ville de New York. Donc en fait, on a changé la population. Est-ce que ce mouvement de fond... Attendez, Hugues Lagrange, juste, je vais poser une question. Est-ce que ce mouvement de fond est en marche, selon vous, en France aujourd'hui ? Un mouvement d'amélioration de la... moi, je suis de ce point de vue-là un peu pessimiste parce que j'ai peut-être tort, mais l'Europe est dans une situation de croissance extrêmement faible, voire de stagnation complète. Et ce qu'on observe, par exemple, je vais prendre un cas très concret, la Seine-Saint-Denis, qui est le département de France dans lequel la population issue des immigrations africaines dans leur ensemble est le plus importante. Il a à la fois beaucoup d'atouts et beaucoup de difficultés. Et ces difficultés, me semble-t-il, sont assez représentatives de celles de la France. Les atouts, c'est une population jeune. C'est finalement la proximité de la capitale et des grandes installations, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le Stade de France.